Article écrit par Rémi et lu par lui-même. La matrice d'Eisenhower, enfin expliquée. Le 12 décembre, sur Instagram et Facebook, nous avons mis un mini-sujet sur la matrice d'Eisenhower, mais le format est court et ne rend pas justice à cette méthode d'organisation, qu'il m'a fallu pas mal de temps avant de bien la comprendre et l'adopter dans mes outils. Je suis depuis longtemps passionné et intéressé par tout ce qui est gestion du temps et optimisation des performances. Je connais donc depuis pas mal de méthodes sans forcément les appliquer, car soit trop contraignantes, soit je ne vois pas réellement l'intérêt. Figurez-vous que la matrice faisait partie du pas réellement d'intérêt. Jusqu'à ce que je capte au détour d'une énième vidéo sur la thématique de l'organisation via un cours Udemy, le principe et la puissance de l'outil. Du coup, je vais vous l'expliquer car c'est un truc à diffuser en masse. La matrice d'Eisenhower, enfin expliquer, d'abord c'est quoi la matrice d'Eisenhower ? C'est, comme on le disait dans l'image dédiée, un outil d'analyse et de gestion du temps qui permet de classer et de prioriser les tâches à réaliser selon deux facteurs, l'urgence et l'importance. Pour le point culture histoire, la matrice porte le nom du 34e président des États-Unis, mais ce n'est pas lui qui l'a créé. Il a inspiré la méthode via une citation qu'on lui attribue. « J'ai deux sortes de problèmes, les urgents et les importants. Les urgents ne sont pas importants et les importants ne sont jamais urgents. » C'est vraiment d'inspiration, car la méthode ne colle pas strictement à cette citation, mais elle retient qu'il y a deux facteurs, l'importance d'une tâche et le facteur temps. On va analyser ces deux facteurs pour bien comprendre et être prêt pour la suite. C'est quoi une tâche importante ? Normalement, vous avez le réflexe de la penser, c'est évident, c'est dans le mot. Mais après, vous devez vous dire qu'il y a un piège, et vous avez raison. L'importance est un critère subjectif et varie d'un individu à l'autre. C'est donc le bazar si on ne respecte pas l'idée et le concept dans un autre contexte. Quand dans la méthode on parle d'importance, c'est d'importance avant tout pour soi dans l'idée qu'une tâche importante est une tâche qui nous permet d'avancer sur un objectif personnel. Ici, les autres et leurs objectifs n'ont pas leur place. On parle de vous et uniquement vous. Oui, mais il y a des tâches qui sont liées aux autres. Oui, mais si je mets une tâche liée aux autres et que je décide qu'elle est importante, c'est qu'il y a de l'économie relationnelle en jeu pour moi, et c'est donc important de le réaliser. Par exemple, je me considère comme une bonne personne et j'ai un membre de ma famille qui est cloué au lit. Il a besoin de la pharmacie pour soigner, mais n'est pas en état. Ce n'est fondamentalement pas important pour moi, car c'est pas moi qui suis malade, mais comme je mets la valeur, je suis une bonne personne et j'aide les membres de ma famille, c'est important pour moi de lui rendre ce service. Ça devient donc important pour moi. Idem pour une tâche donnée dans le contexte professionnel, mais qui ne rentre pas dans vos objectifs annuels. Vous pouvez déclarer qu'elle est importante car vous visez de paraître une personne sur qui on peut compter dans son équipe. Et donc servir votre stratégie de communication par l'action dans le cadre du travail. Avec ces deux exemples, on voit bien qu'on respecte in fine la règle de service d'intérêt vraiment personnel. C'est important pour vous à un instant T. C'est quoi alors une urgence si tu as besoin de préciser pour l'importance ? Sur ce coup, c'est libre d'interprétation, car une urgence peut être vitale ou non. Et est-ce que l'urgence est réelle, objective ou ressenti subjective ? Les deux. Une urgence peut être réellement objective, c'est le cas des dates butoirs pour rendre documents, ou réaliser une tâche administrative, s'inscrire, participer à un événement sporadique, bref, toute tâche qui passée une date devienne impossible à réaliser et force à abandonner le projet ou à tirer des ennuis. Par exemple, entre parenthèses, le retard de paiement d'une amende par exemple. Ferme la parenthèse. Une urgence peut être subjective, c'est le cas par exemple des dates qu'on se fixe pour réaliser un projet. Passer son permis à 18 ans, avoir visité le Japon avant tel âge, et qui arrive à échéance. Il faut agir rapidement pour ne pas rater le coche. Dans les deux cas, subjectif ou objectif, l'échéance fixée arrive à terme, et c'est ce qu'il faut retenir. Il n'y a pas de règle sur le nombre de jours avant l'échéance, vous pouvez décider que c'est urgent une semaine avant l'échéance, un mois, bref, c'est libre. Personnellement, l'urgence est dès que je suis à J-30 car j'ai tendance à la procrastination. Ok, on a les deux concepts, facteurs, on en fait quoi ? Mais quelle impatience, ça tombe bien, ça va être simple et rapide. Une fois la méthode bien comprise, il y a 4 étapes. La première, la liste. La deuxième, l'évaluation d'importance. La troisième, dressage du cadran et répartition des tâches dans les cadrans. La quatrième, affinage, arbitrage et passage à l'action. Alors on va commencer par la première, la liste. Donc là, il s'agit de lister sur une feuille ou tout autre support la liste des tâches avec la date butoir réelle au coût fixé. Il est essentiel de mettre la date sur la même ligne. Prenez le temps de bien lister tout ce que vous avez réalisé faire. À la fin de cette étape, vous avez une liste de tâches avec des échéances pour chacune. La deuxième étape, évaluation de l'importance, on reprend la liste avec les dates et on se focalise sur chaque tâche à répondre à l'interrogation suivante. Est-ce important pour moi personnellement ? Pourquoi ?
on stabilote ou on note pour mettre en évidence dans la liste ce qui est important pour nous. Là, vous vous dites, non mais oh, tu mets 2 questions, la première amplement suffisante. Et ben non, car le fait de se poser la question pourquoi va nous permettre de faire de l'arbitrage, mais nous allons le voir plus loin dans l'étape 4. À la fin de cette étape, vous avez une liste de tâches avec échéance et vous distinguez les tâches importantes. Vous avez en tête pour chacune le pourquoi elles sont importantes ou non. Maintenant, la 3e étape, dressage du cadran et répartition de tâches dans les cadrans. On trace sur une simple feuille une croix afin de séparer les 4 espaces comme suit. Alors là, en fait, nous sommes à l'oral, donc vous ne voyez pas le... Je vous conseille de voir le document, sinon je peux vous décrire. Du coup, en fait, la feuille, le cadran en haut à gauche, ça va être important, urgent. En haut à droite, important, pas urgent. En bas à gauche, pas important, urgent. En bas à droite, pas urgent, pas important. Il y a 2 règles qu'on voit très vite, qu'on entend très vite. Tout ce qui est dans le cadran supérieur est important. Tout ce qui est dans la première colonne est urgent. Une fois le constat fait et le cadran dessiné, il faut placer les éléments de la liste dans chaque cadran correspondant. À la fin du remplissage, il va falloir passer à la dernière étape, mais auparavant, il y a un petit truc à comprendre et on va s'y attarder avant le 4e point, car c'est cette chose que je n'avais pas compris. Le tips. Prendre en compte que le cadran va bouger avec ou sans vous. Toute la force et puissance de cet outil pour moi, c'est de permettre de mettre en perspective assez simplement et efficacement la liste des tâches à réaliser avant d'être sous l'eau ou en burn-out. Tout ce que vous avez déposé sur la matrice a une échéance. Quand une échéance arrive sur le point d'expirer, ça devient urgent. Et personne de sain esprit n'a envie d'avoir dans son premier cadran rempli de 20 tâches. C'est une situation plus critique que l'usage de l'outil devrait éviter et vite. Il faut donc réaliser que le premier cadran risque de se remplir du contenu cadran 2 et 3, donc c'est-à-dire ce qui était donc important mais pas urgent, et ce qui était pas important mais qui était urgent. Donc, il y a 2 mouvements possibles et qu'on veut éviter. Et justement, je viens de les citer. Qu'une tâche importante mais pas urgente devienne par la force des choses importantes et urgentes, créant une pression qu'on aurait pu s'épargner vu que c'était prévisible, et qu'une tâche pas importante mais urgente devienne importante et urgente. Un exemple de chacun devrait vous aider. Pour la tâche initialement importante mais pas urgente, c'est par exemple l'inscription à un cours en ligne avec une date de fin d'inscription. Imaginez la situation suivante. Nous sommes le 1er janvier 2024, la fin des inscriptions pour ce cours qui fait partie du plan d'évolution professionnelle prend fin le 25 février 2024. Vous vous dites, pourquoi le noter, le planifier? Je sais que ça va fin février, c'est bon, pas de panique. Pour vous ne savez quelle raison, vous avez un petit peu zappé l'avancée de l'échéance, et c'est au détour d'un entretien annuel, le 20 février 2024, que vous vous rappelez que cette tâche n'a toujours pas été réalisée. Bim, ça devient non seulement important et urgent, mais il ne vous reste que 5 jours, car 50 jours sont déjà écoulés depuis le dernier appel. Maintenant, exemple pour le pas important mais urgent que l'on néglige. Prenons le cas d'une porte de placard avec des carreaux en verre sur 2 fixations où une s'est dévissée. Donc une fixation s'est dévissée. Il va falloir intervenir rapidement et ça devient important car si la porte se casse, il va y avoir du verre brisé par terre et c'est un risque de blessure réelle. Bref, c'était au départ pas important car juste une fixation qui commençait à se décoller, donc au pire ça se décolle, mais c'est devenu important car ça s'est décollé réellement à force de reporter. Et maintenant, il y a un risque de blessure. On pourrait mettre aussi dans l'importance l'envie de ne pas dépenser inutilement de l'argent dans la réparation ou remplacement d'une porte du placard, mais perso, je trouve que son intégrité physique est plus importante que les valeurs matérielles. Ça se discute et c'est exactement ce type d'évaluation que vous devez avoir fait en établissement de la matrice à cet instant. Voilà, le type c'est explicité, du moins j'espère avoir été clair dans mes explications, car c'est vraiment le truc qui donne l'intérêt de l'usage, cette matrice et toute sa puissance. On ne veut pas se faire déborder par les tâches et être sous pression si on pouvait l'éviter. Passons du coup à la dernière étape. 4e et dernière étape, comme un bon jeu vidéo ou un modèle de pile, il s'agit de passer par les 3 A. Affinage, arbitrage, action. Là, vous avez votre matrice avec vos dates et tout va dépendre de vous. Quand je dis que ça va dépendre de vous, c'est en fait un peu plus compliqué, car ça dépend aussi de ce à quoi ressemble votre matrice en ce moment. L'objectif est d'avoir au final le moins de choses urgentes et importantes, mais au tout début, quand on fait l'exercice, c'est que la situation n'est pas celle visée, loin de là. Donc en toute logique, de voir pas mal de tâches un peu partout, et peu dans le 4e cadran.
pas important mais pas urgent. Maintenant, on commence l'application du premier A. Affinage. Tout est posé. Il faut vous poser la question, est-ce que c'est réalisable sans péter les plombs? Si oui, on passe à la suite. Sinon, on passe par encore une série de questionnements en vous appuyant sur les pourquoi auxquels je vous avais répondu à la deuxième étape avant même de tracer la matrice. Ici, il va falloir chercher à une mise à jour par cadran. Premier cadran, important urgent, on va chercher à savoir si on n'a pas moyen d'avoir une rallonge de délai pour certaines tâches et si c'est acceptable pour nous. Deuxième cadran, donc l'important mais pas urgent, c'est s'assurer que c'est vraiment important pour nous et que nos objectifs pourraient être maintenus dans cette case. Troisième cadran, donc c'est pas important mais urgent, c'est de voir si on peut la déléguer, si on peut déléguer. Le quatrième cadran, pas important, peu urgent, est-ce que c'est toujours d'actualité dans les tâches à réaliser? Ensuite, l'arbitrage. Ce n'est rien d'autre que de mettre un ordre aux actions à mettre en place. Vous pouvez rarement tout faire d'une traite, il y aura forcément un ordre d'exécution. Ici, c'est de lister par ordre de valeur ajoutée à l'avancée de vos projets. Enfin, dernière étape, action. Et pour finir, vous avez réalisé les cadrans, vous êtes en complet accord avec la matrice, vous avez priorisé les tâches, il n'y a plus qu'à dérouler le plan d'action. Ce qui peut poser problème aux procrastinateurs comme moi, c'est la dernière phase. Tout est prêt, tout est planifié, mais on va avoir du retard et on va payer les conséquences. J'ai des idées, je suis en train de tester pas mal de trucs et je suis proche du bout du tunnel. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, dites-le moi en commentaire. Allez, sur ce, je vais faire ma matrice pour ce début d'année. That's all for the moment. Au plaisir de changer en commentaire. À bientôt.